Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Cette semaine c'est le numéro 162 et on va vous parler du 4e GP de la saison pour lequel on est allé à Jerez en Espagne. Enfin, on n'y est pas allé physiquement mais vous avez compris. Alors mouillez-vous la nuque parce que cette semaine j'ai une personne un peu saine d'esprit qui n'est autre que Automne. Comment tu vas Automne ? Écoute, ça va, je suis un peu fatigué parce que j'ai passé 2 derniers jours assez agités, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. On va pas savoir ce que tu fais de ta vie perso, Automne. Et si je dis que tu es la personne saine d'esprit, c'est parce que cette semaine, on a un invité, et pas des moindres. Je vous laisse imaginer de qui il s'agit. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Bonjour, bonsoir, je suis Pierre qui roule. Oh mon Dieu, c'est la pire imitation de toute l'histoire de ce podcast. Champion du monde. Comme ça qu'il fait, non ? Ouais, un truc comme ça à peu près. Bon bref, vous l'aurez compris, c'est Kevin de la boîte à clapper. Comment ça va, Kevin ? Salut Ophélie, salut Automne. Ça va, merci beaucoup de l'invitation. Je vais essayer de pas faire trop de blagues. Quand même. Bah, c'est pour ça qu'on t'invite, hein. Ça fait longtemps, on s'est dit que notre podcast n'était pas assez drôle en ce moment, donc il fallait que tu viennes. Je vais essayer de faire ce que je peux, mais c'est pas garanti. Hein. On va passer rapidement aux news parce qu'en vrai, il s'est passé quand même pas mal de choses ce week-end en Espagne. Il y a eu beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va débriefer un petit moment. Donc rapidement, au niveau des news, ce qui se passait cette semaine, c'est que ce mardi 30 avril, il y avait les tests à Jerez en Moto 3, Moto 2. Et lundi 29 avril, les tests MotoGP. Ils ont bien choisi leur date. Pour faire les nouveaux tests pour le début de saison. On va revenir un peu en fin d'épisode. Et la news un peu intéressante, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est Alex Rins qui s'est prononcé ce week-end en disant qu'il se positionnait sur le marché des transferts. Son souhait est de rester sur la Yamaha en 2025 et il soulignait notamment les efforts faits par la marque pour que la Yamaha redevienne compétitive pour les prochains mois. Qu'est-ce que vous en pensez ? T'en penses quoi, Kevin, du fait que Rins ait envie de rester chez Yamaha, sachant que c'est ce qu'on disait nous dans un précédent épisode, c'est que le mercato est quand même très précoce cette saison, je trouve. Déjà, je comprends pas trop la logique. Se positionner sur le marché, pour moi, c'est pas dire que tu veux rester chez Yamaha en 2025. Justement, ce serait plutôt l'inverse. Bon, pourquoi pas. Après, je le comprends. Il vient d'arriver. Il était chez Honda l'année dernière. Il a peut-être pas envie de changer, d'avoir une moto différente, une troisième moto différente pour une troisième année consécutive. En plus, son début de saison, il est un peu compliqué. Il faut qu'il se fasse à la moto, etc. Je suis pas trop d'accord. Pour moi, le marché, il est pas très. En fait, il est pas tant précoce que ça. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus tôt parce qu'il y a quand même quasiment 75% des pilotes qui, à la date où on parle, n'ont pas encore de guidon pour l'année prochaine. Fabio Quartararo, qui est un des plus gros poissons, a signé lui assez tôt chez Yamaha, mais ça bouge pas trop pour l'instant. Donc, non, je trouve pas ça si précoce que ça, moi, au contraire. On est quand même dans un truc où on parle de plus en plus tôt des transferts, parce que là, au final, on est fin avril, on sait déjà que Pecco a re-signé, on sait que Fabio a re-signé, Rins parle déjà de son transfert, Espargaro parle d'un potentiel départ en retraite, ou de pilote test, à Martin aussi, qui dit qu'il veut passer sur une officielle. Enfin, c'est quand même des choses dont on entend de plus en plus tôt parler, et c'était pas le cas avant, tu vois. Enfin, moi, c'est plus dans ce sens-là que je vois que c'est un mercato assez précoce. Ouais, après, je trouve que la mentalité des pilotes évolue. Ils ont envie d'avoir de plus en plus de visibilité à long terme. Donc, moi, ça me choque pas. Puis en plus, moi, j'ai des souvenirs de Rossi qui signe assez tôt quand même. Alors, peut-être pas au mois d'avril, mais un petit mai-juin qui signe pour l'année suivante. Donc, ouais, c'est peut-être un peu précoce, mais en tout cas, ça m'a moins choqué que Marquez quand il a signé 4 ans chez Honda à l'époque. Ouais, c'était une bonne idée, ça aussi, tiens. Et du côté des news, ce qu'il va y avoir aussi un peu en ce moment, il n'y a pas grand-chose, c'est un peu le cas quand les courses sont un peu rapprochées comme ça, c'est un simple changement de règlement avec 3 gros points, dont un dont on parlera en fin d'épisode plus tôt. Le premier, c'est qu'il est rappelé aux équipes de MotoGP qu'il faut porter le casque dans la voie des stands lors des qualifs et des courses de drapeau à drapeau. Je trouve ça fou qu'il faille le rappeler dans le classement, enfin, dans le règlement, c'est que
Ça devait pas être encore appliqué, ce qui est assez étonnant. Et la deuxième chose qui est un peu plus marquante, c'est que en Moto 2 et en Moto 3, si tu passes de la Q1 à la Q2, tu disposes désormais d'un pneu avant et arrière supplémentaire ajouté à la location du week-end. Pierre avait un avis assez tranché là-dessus. Il disait que ça perdait un peu l'effet tactique qu'il pouvait y avoir dans les qualifs et ça dévalorise ceux qui vont direct en Q2 parce que tu pouvais décider d'avoir un all-in direct en Q1 avec ton meilleur train de pneus restant, quitte à dire bah, je passe en Q2, j'aurai plus de pneus performants à utiliser, mais c'est pas grave, ou décider d'aller en Q1, d'utiliser un train de pneus moins bon. Et espérer passer en Q2 quand même et utiliser ton bon train de pneus restant pour jouer les avant-places en Q2. Du coup, moi je trouve ça intéressant comme point de vue. Sur le papier, je trouve que c'est une règle qui est intéressante pour le Moto 2 et le Moto 3 parce que ça reste des pilotes, des catégories intermédiaires dans lesquelles il y a quand même une marge de progression assez importante en Moto 3. Mais voilà, du coup, les avis sont assez tranchés. Et t'en penses quoi, Automne, de ça? Bah, de toute façon, ils doivent s'adapter, hein. C'est toujours, ils changent les règlements. C'est un peu bizarre qu'ils changent le règlement en pleine saison, par contre. Ouais, après, ils avaient des choses à dire ce week-end. Peut-être qu'il fallait qu'ils comblent aussi. Euh, Et moi, je voulais avoir ton avis, Kevin, puisqu'on a fait à peu près le tour des news. Je voulais avoir ton avis sur un truc dont on a pas mal débattu dans le dernier épisode, mais je sais que ton avis était assez intéressant sur le sujet. C'est l'arrivée de Liberty Media Oui. dans le MotoGP qui rachète en grande partie les parts de la Dorna. Comment tu vois les choses, toi, pour l'avenir du sport? Bah, pour l'instant, déjà, c'est pas encore finalisé à 100% parce que ça doit passer devant la commission de la concurrence, si je me trompe pas, dans la mesure où Ouais. Liberty Media est déjà propriétaire de la Formule 1. Ils veulent s'assurer que c'est pas vraiment concurrentiel et que ça entrave pas les règles qui sont inhérentes à ça. Moi, je sais pas trop quoi en penser, ça me fait pas peur. Il y a plein de gens qui ont peur, moi, ça me fait pas vraiment peur. Je pense qu'on, même sans mettre de guillemets, on peut le dire, sauvé la Formule 1 qui était vraiment complètement désuète début fin, et milieu des années 2010. Ils ont réussi à en faire quelque chose d'intéressant, à rajeunir la fanbase et à la rendre moderne. Et c'est, à mon avis, aujourd'hui, le plus grand défaut, le plus grand problème du MotoGP, c'est que c'est un sport qui serait très bien dans les années 90. Aujourd'hui, vu la manière dont il est géré, je pense. Donc ça a besoin d'un coup de frais et Liberty Media a montré qu'ils savaient faire ce genre de choses. Moi, le seul petit truc qui m'inquiète, c'est le traitement qu'ils vont faire de Moto 3, Moto 2. J'espère qu'ils vont traiter ça comme ça le mérite et avec du respect comme depuis des années. En fait, ça n'a rien à voir avec des formules de promotion comme ils commencent déjà à les décrire dans le communiqué de presse et comme c'est le cas en Formule 1. La F2, c'est rien d'autre qu'une formule de promotion pour la F1 avec des pilotes jeunes qui n'ont pas le droit de rester après un titre, etc. Aujourd'hui, en Moto 3, on peut être pilote jusqu'à 26 ans, on peut faire des carrières complètes en Moto 2. Donc, en fait, il faut toujours considérer ça comme des catégories à part entière et pas des antichambres de MotoGP. J'espère qu'ils vont garder cet état d'esprit. Mais sinon, pour le reste, je suis pas vraiment inquiet. Enfin, je veux dire, ils vont pas faire des motos volantes pour les remplacer. Enfin, ils vont rien faire de fou, hein. De toute façon, la FIM est toujours là. Faut pas confondre promoteur et la fédération. C'est toujours la FIM qui va garder quand même la main, même ils auront l'oreille de Liberty Media, mais c'est quand même eux qui vont garder la main sur les règlements, etc. Donc, pour moi, il n'y a pas mesure à s'inquiéter. Ouais, je te rejoins un peu là-dessus par rapport au Moto 2, Moto 3, dans le sens où, comme tu dis, s'ils savaient comment en Formule 2, Formule 3, en fait, pour regarder la F1 de temps en temps, moi, tu me demandes si c'est des pilotes de F2, F3, j'en ai aucune idée, je saurais pas te dire à quelle heure c'est diffusé et ce qui se passe dans cette catégorie. Et je pense qu'en Moto 2, Moto 3, ça serait ultra, ultra dommage d'avoir ce problème-là, parce que, enfin, ce problème, c'est pas réellement un problème, mais ce fonctionnement, parce qu'on a quand même des pilotes qui sont des perles en Moto 3 ou en Moto 2, comme on a pu le voir avec Acosta, et le fait de pas le mettre en valeur, ça serait une énorme perte pour le sport. Mais après, je pense qu'il y aura un impact de toute façon, c'est même sûr, sur l'aspect médiatique. Et c'est ce qu'on disait dans le précédent épisode avec Autumn, c'est que ça a déjà un impact sur des pilotes comme Joe Roberts, qui sont un peu... On a l'impression qu'il y a eu un petit coup de boost avec la potentielle américanisation du sport, donc ça, c'est cool. J'ai quand même l'impression que c'est plutôt Trackhouse, lui, qui lui a donné un petit coup de motivation. Il a vu une opportunité, donc ça lui a donné un surplus, mais je sais pas si Liberty Media a un... Parce qu'en fait, pour rien cacher, c'est aussi une conclusion que j'avais, et pour en avoir discuté un peu,
il avait commencé à reperf un peu pendant les tests d'hiver et c'était pas encore annoncé. Donc, je pense que c'est vraiment Trackhouse qui a l'arrivée du team américain chez Aprilia. Ouais, de toute façon, les étoiles s'alignent pour lui, là. Enfin, il n'y a pas d'autres mots. Après, on verra, mais il fait des bons week-ends et il fait des bons tests, donc c'est plutôt cool. Et il a des beaux cheveux. Au-delà même de Trackhouse, je pense que c'est le fait de revenir dans le American Racing Team, où il peut parler en anglais avec ses chefs mécanos et tout, alors que dans le Team Ital 30, si c'était un peu perdu. Ah, c'est bien possible, ça. Bon, et on finira par retenir qu'il a des beaux cheveux, du coup. Bien sûr, et des beaux yeux. Et des beaux yeux. Non, mais sinon, vous voulez trouver son numéro, les gars? Ça se passe comment, en fait? Bah, moi, chaud. Bah, si tu l'as, passe-nous. Hein. Bon, et il y a quand même un truc qui s'est passé cette semaine avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui est, je pense, le truc où on s'est tous dit, mais les gars, le 1er avril, c'était il y a 3 semaines. Et là-dessus, je vais te laisser nous en parler, Kevin, parce que ça t'a fait bien rire et je pense que ça t'a plus hypé qu'un match de basket ces dernières semaines. C'est le combat de boxe entre Lorenzo et Pedrosa. Ouais, effectivement. Alors, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Lorenzo a fait une vidéo où il met 2 coups de poing éclatés dans un sac de frappe avec aucune technique et il dit ouais, Dani Pedrosa, je te casse la gueule. Et Dani Pedrosa a fait une réponse très très drôle, d'ailleurs en disant que le défi l'intéressait et qu'il n'était pas contre mettre 2-3 tartes à Jorge Lorenzo. Il n'était jamais contre l'idée de mettre 2-3 tartes à Jorge Lorenzo. Je trouvais ça extrêmement drôle. Donc, est-ce que ça va se faire ou pas? Je sais pas, j'arrive pas à savoir vraiment ce que je pense de l'idée, si je trouve ça drôle, si je trouve ça malaisant, je ne sais pas. J'espère qu'ils vont être coachés tous les deux. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète, c'est qu'à mon avis, c'est un sport qui a ses propres règles, notamment des règles de poids, pour des raisons simples de sécurité. Et pour moi, ils sont pas du tout dans la même catégorie de poids, Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa. Même en pleine forme, même s'ils étaient tous les deux en pleine forme, ils seraient pas dans la même catégorie. Là, il n'y en a qu'un des deux qui est en pleine forme. Je sais pas comment ils vont faire ça. Pour avoir fait de la boxe, c'est quand même un sport où peu importe le poids que tu as en face de toi, si tu as de la bonne technique, il y a quand même des choses à faire. Mais surtout, tu peux te blesser tellement facilement. C'est vraiment, tu fais la moindre connerie, tu te blesses, quoi. Mais après, je comprends Pedrosa. Personne n'est contre mettre 2-3 baffes à Lorenzo à un moment donné dans sa vie et on apprécierait tous. Hein, donc, après, il a peut-être autre chose à faire de sa vie, Pedrosa. Tu vois. Encore, Ouais. Lorenzo, il a du temps. Mais Pedrosa, je Ouais. crois qu'il a un métier quand même. Non, mais Là, en Pedrosa, tout il cas, va. Vas-y. Pedrosa, quand il est tombé là ce week-end, il s'est râpé les coudes. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite le match de boxe. Ouais, on sait jamais. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir Pedrosa passer sous les aisselles de Lorenzo, lui faire des guilis et le mettre à terre. Je suis pas sûr que Après, ça arrive quand même. S'ils appliquent le règlement Superbike, il va falloir lester les gants de Pedrosa. Hein. Lui mettre des petites plateformes qui soient à la même taille aussi pour que ce soit équitable. Ouais. Incroyable. Bon, et ben on verra. En tout cas, j'espère que ça sera diffusé parce que franchement, j'ai hâte de voir ça. On va passer tout de suite aux courses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, j'avais un peu la flemme cette semaine, donc j'ai décidé de faire bosser les invités. Du coup, je te laisse nous débriefer la Moto 3, Kevin. Il va falloir que je débriefe la Moto 3 à la mode c'est qui en pôle. Je vais essayer de faire ça correctement. Non, ne tu me fais jugez ça. pas. Ouais, bah tu fais ça comme tu peux. Hein. On ne jugera pas tes capacités, t'inquiète. Alors, vont sortir de la Q1 Piqueras, Carraro, Farioli et Fernandez. Et la pole va être faite par monsieur David Alonso qui va mettre plus d'une seconde à quasiment tout le plateau, sauf à David Munoz qui va se qualifier deuxième. Mais David Munoz, c'est un petit malin, il va faire son tour dans la route David Alonso, donc il va prendre que 3 dixièmes. Troisième place pour Colin Weiger et Olgado partira sixième après sa chute en Q2. Départ de la course et David Munoz va s'offrir le all shot devant David Alonso et Joel Esteban. On se dit, ça va peut-être pouvoir le faire. Pas du tout. Alonso repasse tout de suite, mais dans un excès d'optimisme, il va rentrer un peu fort sur les freins dans le virage 13 et finir dans le bac à gravier. Que nenni, il a du rythme, donc il va remonter sur la moto et repartir en dernière place, mais pour essayer de sauver quelques points. Devant, un groupe va se former de 6, composé notamment de Weiger, Munoz, Ortola et notre ami Ryuze Yamanaka également. On va avoir une bagarre assez intéressante entre ces hommes-là pour la victoire et le podium. Derrière, David Alonso va entamer sa petite remontée et prendre l'avantage sur un Ricardo Rossi pour rentrer dans les points, même si c'est une maigre consolation pour lui qui avait un rythme tonitruant sur tout le week-end. Olgado est scotché dans le deuxième groupe à la 8e place. Il se bagarre, lui, pour des places un peu plus modestes.
Et devant, c'est le Néerlandais Colin Veger qui va s'imposer en contrôlant complètement la course. David Munoz ne va pas réussir à apporter d'attaque et va gentiment terminer deuxième devant un podium composé de Ivan Ortola. Derrière quatrième, ce sera Ryuze Yamanaka. Cinquième, Joël Esteban qui va chuter où il est. Je ne sais plus, j'ai mangé. Joël Kelso. Joël Kelso. Voilà, Joël Esteban, lui, va chuter dans le dernier virage, le coéquipier de David Alonso. Et ensuite, Adrian Fernandez, Daniel Olgado, Nicolas Carraro, Stefano Nepa et Angel Piqueras. Au championnat, Daniel Olgado est en tête devant David Alonso et Colin Veger. Voilà, madame. Eh ben, franchement, je suis impressionnée. Tu pourrais avoir ta place chez Seki en pôle quand tu veux. Hein. Ouais, j'ai en vous adoré le remerciant. rythme Tony Truant. Ah, t'as vu un peu, j'ai rajouté des petits adjectifs. Ouais, t'as rajouté des petites phrases et tout dans le conducteur. Pas mal, franchement. C'était une course encore effrénée, si c'est le bon terme. Où il s'est passé encore pas mal de choses. Comme en Moto3, de toute façon, je pense qu'il n'y a plus besoin de le dire. Avec une victoire du Néerlandais qui était assez attendue au final, parce qu'on a envie de voir ce pilote monter sur le podium. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette course automne ? T'as eu l'occasion de la voir ? Ouais, moi j'ai trouvé ça super intéressant qu'il y ait 2 courses à suivre en parallèle, donc la bagarre pour la tête et puis la remontée folle de David Alonso. Ouais, c'était pas mal. Kevin, du coup, j'imagine que tu l'as vu la course, puisque Bien sûr. puisque t'es bien au point. Bien sûr, bien entendu. Non, mais ouais, moi, j'étais un peu déçu parce que d'habitude, on a des courses Moto 3 sur circuit de Jerez qui sont plus animées que ça. Même si... Tu peux pas tout avoir. Hein. T'as eu le MotoGP tout le week-end qui était incroyable. Ouais, le Moto 3, il s'est dit tranquille. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, on a eu des fins de course, notamment ce virage 13 qui nous réserve toujours des choses assez folles. Là, c'était un peu plus calme. Ça veut pas dire que c'était inintéressant pour autant. Je suis d'accord avec Automne. Suivre d'un coin de l'œil la remontée de David Alonso, c'était très cool. Après, Veger, moi, il m'a alors moi, je suis pour moi, elle est assez inattendue quand même la victoire de Veger pour déjà la contre-performance de David Alonso parce que s'il chute pas, il ne le revoit pas vu le rythme qu'il avait. Tout le week-end, il a marché sur tout le monde et il a affronté quand même un des mecs les plus chauds du plateau, à savoir David Munoz qui a aucun problème à emmener tout le monde par terre quand il l'a décidé. Et il l'a très bien contrôlé, il n'a jamais pu porter une attaque, alors qu'il était chez lui, qu'il avait envie, je pense, de montrer devant son public. Donc ouais, course de patron de Colin Veger qui en plus récupère la 3e place au championnat. Ça, c'est vraiment intéressant pour la suite. Ouais, après, quand je disais une victoire attendue, c'est plus dans le sens nous, on l'attendait, parce que c'est un pilote qui a dévoilé son potentiel en fin de saison l'année dernière de plus en plus et qui va gratter des points ou des podiums, etc. Du coup, ça fait plaisir de le voir sur le podium parce que c'est sa place. Au final, il fait partie, pour moi, il fait partie des pilotes à surveiller, sachant qu'il y en a quand même pas mal cette année entre Alonso, Rueda, etc., et Olgado. Donc ouais, c'était cool. C'était cool de le voir à ce niveau ce week-end, quoi. Et comme tu dis, si Coco s'était pas foiré au départ, c'est sûr que cette victoire, il l'aurait pas eu. Ouais, pour moi, il n'y avait pas de... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ouais, il n'y avait pas de combat, là. David Alonso était vraiment trop fort. Mais il a fait un week-end où il était... Enfin, tout le week-end, il était très bien, hein, de toute façon. Et moi, le petit point à noter pour moi de cette course aussi, c'est Olgado, qui a fait un week-end plutôt en demi-teinte au final. Lui, c'est assez en dents de scie, je trouve, ces week-ends. Il y a des week-ends où il va très très fort et il va écraser tout le monde. Et des week-ends comme là où il se qualifie pas bien, il finit loin dans le classement. Et tu sais pas trop, tu comprends pas trop ce qui se passe pour lui, quoi. Bah, je crois que l'irrégularité, c'est un peu son deuxième prénom. On l'a vu l'année dernière être fort en début de saison et à partir d'Assen perdre pied complètement. Moi, je suis d'accord. Pour moi, il n'y a pas de... On l'a jamais vu dominer, je trouve, vraiment comme on a vu David Alonso le faire, par exemple. Il est toujours là, mais quand il est là, c'est avec les autres. Il n'est pas au-dessus du lot. Et le problème, c'est qu'il lui manque beaucoup de régularité, à savoir jouer dans le deuxième groupe sur une course comme ça quand tu joues le titre. C'est pas possible, tu peux pas faire ça souvent, quoi. Donc j'espère pour lui qu'il va pas nous refaire la même musique que l'année dernière. Moi, je suis pas tellement d'accord avec vous. Je trouve que Dani Olgado, il arrive à limiter les dégâts les week-ends où il est pas bien. Et donc là, ce week-end, il a eu un mauvais anniversaire parce qu'en qualif, il a eu plusieurs chutes. Et au final, il arrive quand même à récupérer des points quand son rival en prend moins, David Alonso.
Ouais, là pour le coup, par rapport dans son duel à distance avec David Alonso, il arrive à creuser l'écart malgré une performance plutôt moyenne. Donc ça, c'est plutôt positif pour lui. Par contre, il n'y a que toi, Automne, pour connaître les dates d'anniversaire des pilotes. Hein. Bah si, c'était son anniversaire samedi, ils l'ont dit. Attends, Oui. Antoine Arlo, il l'a dit plein de fois. Hein. Oui, mais alors, est-ce que c'était le mien lundi? Est-ce qu'ils l'ont dit plein de fois? Non, donc voilà. Mais toi, Et la veille du samedi, le vendredi, c'était la nif de David Alonso. Incroyable. Leurs parents se connaissent peut-être. Ouais, ça nous fait une belle jambe. Hein. Bon, sur ces belles histoires, on va passer au Moto 2. Automne, tu vas nous parler des anniversaires des pilotes, du coup aussi pour cette catégorie. Alors non, C'est à pas ton tour. d'anniversaire de pilote. En revanche, un petit point météo. Parce que ça n'a pas été précisé par Kevin, mais en fait, donc le vendredi, les premières séances, elles ont eu lieu sous le soleil. Et après, le samedi, les qualifs étaient compliqués avec la pluie. Donc le vendredi, le matin, c'est Alonso Lopez qui s'est démarqué pour la toute première séance. Il avait 2 dixièmes d'avance sur Somkhat Chantra. L'après-midi, donc la première séance vraiment chronométrée officielle qui compte pour la suite, c'est Joe Roberts qui a signé le meilleur temps devant Fermín Aldeguer, Sergio Garcia et le local de l'étape, l'Andalou Marcos Ramirez. Dans cette séance-là, le vendredi après-midi, Aaron Canet s'est sorti à très haute vitesse. Il a été évacué sur civière et en fait, il souffre d'une fracture à la jambe. Donc, il a déjà été opéré et puis il espère revenir au Mans. Après le vendredi, donc le samedi, c'était plus compliqué avec la pluie le matin et puis la piste qui est restée humide et piégeuse. Donc, il y a eu un festival de chute, Fermín Aldeguer, Jake Dixon. C'est Dixon qui finit en haut de la feuille des chronos. Et pour l'après-midi, les qualifs, la piste elle est restée très compliquée. Repêché de la Q1, c'est Arbolino, Vietti, Alcoba et Moreira. Ensuite, en Q2, c'est Fermín Aldeguer qui a tiré son épingle du jeu. Il a claqué un tour en 1 minute 40. Et c'est 1 seconde 1 devant Albert Arenas, deuxième, et Jake Dixon qui complète la première ligne. J'ai noté pour toi, Ophélie, que Celestino Vietti semble reprendre des couleurs. Il est 7e. Mais contre-performance du côté de Joe Roberts, c'est surtout donc Joe Roberts 11e et surtout Alonso Lopez 16e. Ouais, Maintenant- mais Vietti, c'est à cause de la présence de Rossi. Oui, Il fallait qu'il récupère la prime de fin d'année. oui. Et donc pour la course, à l'extinction des feux, all shot de Manuel González qui a mené la course et après il s'est livré un duel acharné avec Fermín Aldeguer. Il se rendait coup pour coup, c'était vraiment du grand spectacle pendant les 3 premiers tours. Puis après, Aldeguer a trouvé l'ouverture dans un dépassement magnifique dans le virage qui mène à la grande ligne droite. Derrière eux, il y a eu une lourde chute de Senna et Jus qui s'est accroché avec Zanta van der Gorberg qui avait ralenti sur la trajectoire et qui a écopé d'un long lap penalty pour ça. L'état de la piste, même si on est dimanche, même s'il y a eu du soleil le samedi après-midi, ça pose encore des soucis. Et il y a beaucoup de pilotes qui se font avoir par les taches d'humidité. Donc il y a eu des chutes de Bobain Snyder, Javier Artigas, Denis Foggia qui s'est blessé, Darin Binder, Barry Baltus, Jake Dixon qui se bagarrait pour le top 6, et puis Diogo Moreira qui perdait peu à peu du terrain sur le groupe, qui était à la poursuite de Fermín Aldeguer loin devant. J'ai noté que c'était une sale journée pour le Team Forward qui perd son 2e pilote titulaire. Donc après Javier Artigas, c'était Alex Escridge qui est tombé au dernier virage. Et lui, il a été désarçonné de sa moto qui a continué toute seule, traversé la piste et qui est venu s'écraser contre le muret des stands. Au final, le seul pilote forward qui a fini la course, c'est la wildcard Jorge Navarro, qui est pilote pour eux en championnat européen Moto 2. Mais ce qui était le plus intéressant dans cette course, au-delà du cavalier seul de notre ami Fermín Aldeguer en tête, c'est que Joe Roberts, qui partait de la 11e place, est remonté petit à petit en enchaînant les meilleurs tours en course. Il s'est rapproché du trio de tête, il a fondu sur Sergio Garcia, et ce qui était en jeu à ce moment-là, c'était la place de leader au championnat provisoire. Joe Roberts a fini par dépasser Sergio Garcia, s'en détacher, mais malgré tous ses efforts, il n'a pas réussi à rattraper Aldeguer, qui s'impose donc avec 1 seconde d'avance sur Roberts, et Manuel González 3e. Pour la suite, c'est Garcia 4e, Albert Arenas, Ayogura, Tony Arbolino, Jeremy Alcoba, Celestino Vietti, et puis Somkhat Chantra qui complète le top 10, avec les derniers points pour le wildcard Matteo Ferrari, multiple champion Moto E, et puis à noter Issam Guevara qui termine 12e,
Bon, quand même à des années-lumière de son ex-coéquipier chez Aspar en Moto3, Sergio Garcia. Et puis Denis Onju, 14e. Au championnat, Joe Roberts prend la tête avec 69 points, 5 d'avance sur Sergio Garcia, 10 sur Fermin Aldeguer et 23 sur le 4e Manuel González. Tout ça. Merci Automne. Petit point à noter sur la victoire de Joe Roberts en terminant 2e en Moto2 pour la 3e fois consécutive. Ça fait de lui le premier pilote américain à monter sur le podium lors de 3 courses en championnat successives depuis Nicky Hayden en 2006. Et c'est aussi le premier américain à diriger un championnat dans la catégorie depuis Hayden à Valence en 2006. Et pour les gens qui aiment les stats, évidemment, c'est des stats de Thomas Marcelino, on va pas se mentir. Robert, c'est en tête avec 69 points et 69, c'était le numéro de Hayden. Voilà, vous vous coucherez moins bête ce soir. Ah, ça, merci Ophélie. Et Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé de cette course Moto 2 ? En fait, il n'y a pas eu énormément de bagarres, comme l'a très bien dit Automne. Terminal de guerre s'est vite envolé et vu le rythme qu'il avait sur le week-end, c'était assez attendu, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant à suivre. La remontée de Joe Roberts, elle était cool, elle était assez impressionnante. Il avait un rythme fou, chose qu'on a jusqu'à cette année on n'avait pas trop l'habitude de voir chez lui, je trouve. Moi, Sergio Garcia, qui est là, qui se bat pour le podium, alors quand même, forcément, je suis content parce que c'est mon gars, je l'aime beaucoup. Donc ouais, je trouve que cette année, les courses Moto 2, elles sont pas si inintéressantes. Même quand il y a un peu moins de bagarre, c'est assez cool. Ouais, moi, j'ai bien aimé cette course. Izan Guevara, 12e, qui enfin va réussir à se montrer un peu. Denis Onju, 14e, à savoir que Denis Onju, sur les tests qui sont déroulés aujourd'hui, a fait une super performance. Il a mis, je crois, 4 ou 5 dixièmes à son coéquipier. Il a fait un temps qu'il aurait mis sur la première ligne dimanche, si je me trompe pas. Il a l'air assez déterminé, le garçon. Et c'est Izan Guevara qui a fait les meilleurs temps. Donc comme quoi ces deux hommes bossent dur. Ou alors c'était peut-être les deux qui n'étaient pas maxi fatigués de la course de la veille, je sais pas. Ouais, c'est possible. Peut-être que c'est les deux seuls qui sont sortis du stand. Et tu vois, aujourd'hui, ouais. On sait pas. Mais et du coup, dernier point sur Manuel González. Voilà, moi, il me procure pas grand chose. Voilà, je suis pas fan ou enfin quoi que ce soit, mais bon, c'est très cool. Il a l'air d'être assez sympathique et il sort un peu du lot, je trouve. C'est cool d'avoir un mec comme lui qui a une formation un peu différente venir jouer des bons résultats en Moto 2. Lui, tu dis pas qu'il est beau gosse par contre. Non, parce que c'est Fermin le beau gosse et Alonso Lopez, les deux coéquipiers là. Bah ouais, ils sont pas cons. Hein. Dans leur team, ils ont pris les deux qu'il fallait. Non, je te rejoins sur Honshu. En plus, c'est la 2e fois de la saison qu'il marque des points. Et c'est enfin, j'ai envie de dire, parce qu'on avait quand même des attentes pour lui en Moto 2, même si je sais que c'est pas un pilote que tu portes dans ton cœur, Kevin. Mais on avait des attentes sur lui, sur ce qu'il était capable de faire, et en fait on se rend compte que c'est un pilote comme un autre, entre guillemets, et qu'il a du travail et qu'il a du pain sur la planche, et que malgré son style de pilotage qui est assez dans l'attaque et assez incisif, ça fait pas tout, et qu'il faut taffer pour arriver dans les points, quoi. Et pareil, il me semble que c'est toi qui en parlais ce week-end, Kevin, mais par rapport à Aldeguer, il fait enfin, pour moi, le début de saison qu'on attendait de lui et d'un pilote qui signe en MotoGP pour l'année prochaine, au final. Ouais, parce que là, jusque-là, il avait pas eu de chance et puis il avait un peu raté ses rendez-vous. Hein. Franchement, au Qatar, il est complètement absent et à Portimao, il se fait avoir par son all shot et du coup, il a un double long lap. Là, il a fait une course de patron et ouais, c'est le mec, il est signé chez la meilleure équipe l'année prochaine dans le plus grand championnat du monde. Donc, on attend de lui qu'il fasse ça tous les week-ends. Alors, on n'espère pas. On a envie de voir un peu plus de spectacle quand même. Et je suis pas inquiet parce que même s'il a beaucoup de rythme, je me dis que Joe Roberts, Sergio Garcia ou son coéquipier Alonso Lopez, s'il arrive à pas tomber, auront le rythme quand même pour aller l'enquiquiner une course de temps en temps. Mais ouais, on attend de lui qui domine et qui tape du poing sur la table sur toute la catégorie. Ouais, je te rejoins là-dessus. Après, s'il pouvait laisser quelques victoires à Lopez, ça fait longtemps qu'on a vu son masque de ski, ça ferait plaisir. Ouais, alors moi... Je crois qu'il l'a toujours.
Peut-être il l'a perdu. Il Ouais, l'a il vu a, au il a eu Qatar. le temps de le perdre. Non, il l'avait au Qatar. Non, mais quelle honte. Mais de toute façon, pour moi, ce mec, il est. Mais non, mais il y a des mecs qui montent sur le podium avec des masques de Batman. À un moment donné, si on Non, va mais- débattre de leur célébration, il y a quand même un mec qui a été champion du monde Moto 3. Il est monté avec des cartes et il s'est pris pour un magicien. Et il est allé à la cérémonie de la FIM avec le sourcil coupé comme Pascal Obispo. Hein. Donc à partir de là. D'accord, au moins tout ça, mais non, moi j'allais juste dire que Alonso Lopez, j'y crois pas trop, il est très irrégulier. Mais après, pourquoi pas, désolé, hein, franchement, je crois. Je me suis peut-être un peu emballée. Non, penses-tu? Bon, on va passer au MotoGP parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et je pense que pour une fois, tu vas avoir le temps d'encenser Bagnaia, Kevin. Alors, MotoGP, mouillez-vous la nuque, on y va. En Q1, c'est Alex Marquez et Bastianini qui passent. Et en Q2, c'est Marquez, Bezzecchi et Martin qui se qualifient sur la première ligne. C'est la première pole de Marc Marquez depuis le Portugal 2023. Et c'est la 93e de sa carrière en Grand Prix. Il s'agit aussi de la 64e. C'est le 64e GP, pardon, avec une Ducati dans le top 3 des qualifs. Et c'est la première fois qu'il y en a 8 d'affilée. Et faut savoir que Fabio Quartararo partait 23e. C'est la pire qualification de sa carrière. Il s'est passé plein de choses en course samedi, il s'est passé plein de choses dimanche. On va essayer de faire succinct, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Du côté de la course sprint, c'est une course pleine de rebondissements et d'histoires d'hommes. Des courses comme ça, on n'en a pas eu beaucoup en MotoGP. Il s'est passé beaucoup de chutes. C'était une scène de bowling le dimanche avec toute la famille, le truc. Brad Binder a fait le all shot devant Martin et Marquez. Le favori du championnat, Bagnaia, s'est lancé, lui, loin sur la grille en partant de la 7e place. Et malgré un bon départ, il se place 6e. Martin, lui, va s'infiltrer et prendre la tête de la course. Marc Marquez, le couteau entre les dents, veut absolument sa victoire à domicile et parce que depuis le temps qu'on en parle, ça serait pas mal qu'il aille la chercher. Et il vient tenir tête à Binder pendant que Martin creuse l'écart. Binder, lui, il va tenter de résister et tente une manœuvre qui oblige Pecco à se rabattre sur Bezzecchi et provoque la chute du champion du monde. C'est pas de bol. Et c'est DJ qui suit l'exemple de Pecco et finit au bac. Des chutes à l'avantage de Fabio qui a déjà remonté 14 places en étant parti 23e. Et Martin, lui, tient la tête de la course à plus d'une seconde de Marc Marquez qui emmène son frère dans sa roue. L'Espagnol force de pression sur Martin, le pousse à s'écarter et vient prendre la tête de la course. Vous vous en doutez, on est tous debout sur les canapés à cet instant. Alex Marquez, Binder et Bastianini finissent par chuter et c'est un drame pour tous les fans de MotoGP puisque Marc Marquez, lui, finit aussi au bac. Pas de bol pour les Espagnols qui étaient dans les tribunes ce week-end. Martin va reprendre la tête suivi par Acosta et Quartararo et on apprendra post-course que Fabio, qui avait donc passé la ligne d'arrivée avec la 3e place, bénéficie d'une pénalité de 8 secondes pour une pression de pneus non conforme et rétrograde à la 5e place, ce qui va mettre Pedrosa, qui était là en wildcard, sur le podium. Le top 10 va donc se compléter derrière les garçons de Morbidelli, Fabio, Augusto, Oliveira, Mir et Nakagami. Et comme je disais, c'était vraiment une scène de bowling cette course, puisque c'est une course qui a vu chuter de nombreux pilotes. C'est également le triste résultat de Miller, d'Alex Espargaro, d'Alex Marquez, de Viñales, Bradle, Bezzecchi et surtout de Zarco. Donc ça, on n'est pas très content. Et c'est dû tout ça à des taches d'humidité dues à toutes les averses qu'il y a eu le vendredi soir jusqu'au samedi en fin de matinée. Mais dans leur malheur, Acosta, qui finit deuxième au championnat en sortant de la sprint le samedi. Je pense qu'on peut dire quelques mots sur la sprint avant d'enchaîner sur la course du dimanche parce qu'il s'est passé plein de choses et c'était un peu une course de zinzin. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Kevin, malgré la chute de l'homme de ta vie, Johan Zarco? Alors, c'est vraiment une course bizarre avec, tu l'as dit, beaucoup de chutes. C'était un peu compliqué à lire comme course. Quartaro a réussi une remontée vraiment incroyable. En fait, c'était vraiment une course par élimination. Juste, fallait pas tomber. Et si tu tombais pas, tu avais une chance de finir dans les points. Marc Marquez qui chute arrive à terminer 6e. Bon, après, il a un peu fait le ménage devant lui en redoublant tout le monde. Ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, c'était une course bizarre. Pour le coup du drapeau rouge, je sais pas parce que en fait, je comprends que la direction de course ait pu se dire à un moment donné, ok, il y a la chute simultanée des 3 pilotes que sont Bastianini, Binder et Alex Marquez.
pense que c'est possible que la direction se dise ok, là il se passe quelque chose, il faut qu'on mette un drapeau parce que peut-être il y a quelque chose de dangereux. Mais à contrario, tout le monde tombe pas, ils mettent pas le drapeau et moi ça me choque pas vraiment qu'ils le mettent pas parce que bah la piste est piégeuse, la trajectoire fait 10-15 centimètres maximum. Euh, c'est quand même les meilleurs pilotes du monde, donc ils sont censés être capables de gérer ce genre de situation et moi j'adore les voir aller à la limite de la limite de la limite comme ça. Alors ouais, forcément c'était dangereux. Pour moi c'était vraiment 50-50. Ils l'ont pas fait, ça me choque pas. S'ils l'avaient fait, j'aurais trouvé ça pas déconnant non plus quoi. Mais en tout cas, la course était vraiment très stressante. Pas comme on a l'habitude de stresser, comme on a stressé pour celle du lendemain. Mais c'était particulier comme course et c'était plutôt cool. Avec le recul que personne s'est blessé. Ouais, c'est ça. En fait, après, c'est tout le temps ceux qui tombent qui disent ah, mais pourquoi vous avez pas mis de drapeau rouge? Enfin, par exemple, il y a Vignales qui demandait un drapeau rouge après être tombé, forcément, quoi. Alors que Pedrosa, en fait, il savait pas pour quelle place il se bagarrait avec Fabio. Et du coup, il s'est dit bah là, j'aurais pu essayer de dépasser, mais en fait, c'était trop dangereux, ça nous aurait fait élargir et aller sur les tâches d'humidité. Donc je me suis dit à quoi bon? Et c'est en rentrant au stand que son équipe lui a appris qu'il était arrivé quatrième à rien de la troisième place et du podium. Donc Pedrosa, lui, il a joué safe. Ouais, et puis de toute façon, comme tu dis, c'est toujours les pilotes qui tombent qui vont aller râler. C'est Daryl Ramadia qui partageait un peu les débriefs des pilotes après la course sprint et qui disait que Mir, par exemple, avait dit en gros, je comprends pas pourquoi Marquez n'a pas attendu une opportunité plus sûre pour dépasser, mais aussi pourquoi Marquez reçoit seulement une position à rendre comme pénalité alors que moi j'ai perdu 4 places. Donc en fait c'est toujours pareil, il se passe un truc, ça te plaît pas, tu vas essayer de faire changer les règles ou dire qu'il aurait fallu faire ci ou faire ça parce que ça t'a pas convenu. Mais ça veut pas dire que dans la globalité du truc, c'était ce qu'il fallait faire. Et sur la course sprint, moi ce que j'ai trouvé assez frustrant, et en même temps c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre, c'est la pénalité de Fabio Quartararo qui du coup prend 8 secondes et qui du coup passe de la 3e à la 5e place. C'est la première sanction de l'année par rapport à la pression des pneus, parce qu'il n'avait pas une pression assez constante sur toute la course. C'est pas le seul à l'avoir eu, il y a aussi Raúl Fernandez qui recule de la 6e à la 12e position, donc... bah, ça fait partie du jeu, mais forcément un peu deg de voir le pilote français rétrograder et perdre son podium. Par contre, c'était très mignon la manière dont il a donné la médaille à Pedrosa derrière. Très très drôle ça pour le coup. Et là pour le coup, moi j'ai adoré son état d'esprit. Il a été très très drôle, il a très bien pris le truc, il a célébré de fou. Enfin là, j'ai beaucoup, tout le monde le sait, critiqué ses déclats, son état d'esprit, etc. Là, tout le week-end, je l'ai trouvé très juste, et notamment après ce podium, déjà dans la célébration, et après quand on lui a retiré, enfin vraiment c'était au top. Je l'ai trouvé au top. Non, franchement, il était fair play en fait. Et puis, il y a aussi ce truc à se dire, bon, bah, il est sur le podium, il a eu l'adrénaline du podium. Il y a aussi l'impact que ça va avoir sur le mental. C'est qu'il sait que malgré la pression de pneus, il est encore capable d'aller se battre devant, malgré les chutes. C'est Michel Turcot qui dit très bien ça aussi, c'est que bah, les chutes, ça fait partie du jeu et que bah, s'il est sur le podium, c'est que lui, il n'a pas chuté et ce qu'on pas réussi à faire les autres. Donc ça fait partie de la course, mais je pense que ouais, que ça a vraiment joué sur son mental et que ça lui a fait du bien aussi de pouvoir remonter sur le podium, même s'il l'a pas gardé. La médaille, entre les voitures et les montres qu'il a eu l'année où il était champion, je pense qu'il en a rien à foutre de sa médaille à accrocher sur sa petite étagère, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Surtout la gueule des médailles de sprint, quoi. J'ai la même en 1999 pendant un tournoi de judo que je me suis fait éliminer au premier tour, mais on avait une médaille quand même, mais je pense que c'est la même. Hein. Ouais, Pardon. pour revenir au sujet de la pression des pneus, en fait, c'est forcément, il faut qu'il y ait une règle comme ça, parce que sinon, les équipes vont toujours essayer de chercher la limite et ça peut devenir dangereux à force. Mais là, l'équipe de Fabio, en sachant qu'il partait 23e, s'attendait à une course de remontée, donc une course où il serait derrière beaucoup de monde en paquet et que ça aurait fait monter plus vite la pression des pneus. Et en fait, c'est toutes les chutes devant lui qui ont fait que sa pression des pneus n'a pas augmenté comme ce à quoi il s'attendait. Et c'est ça qui fait qu'il écope d'une pénalité à la fin. Oui, mais c'est ultra compliqué de toute façon de jauger la pression des pneus en fonction de la chaleur où tu vas te trouver dans le tas et tout. De toute façon, la bonne stratégie, c'est de partir premier et rester devant toute la course, on le sait. Donc, Ah ça,
On va passer rapidement au Grand Prix du dimanche parce que pareil, il s'est passé plein de choses. Je pense que dernièrement, c'est une des courses qui m'a le plus hypé en MotoGP. Vous me direz ce que vous en avez pensé après, mais en tout cas, c'était vraiment chouette. Et donc, c'est Marc Marquez qui s'élance en tête devant Martin et Bezzecchi. De quoi nous faire sautiller, on va pas s'en cacher. Mais c'est sans compter sur Pecco qui, lui, en partant 7ème, prend aussi un très très bon départ et va s'offrir la première place directe devant l'Espagnol et devant Martin qui en profite lui aussi pour s'infiltrer et prendre la seconde place. Dans le tour suivant, Pecco s'élargit dans la 13e courbe, décidément piégeuse ce week-end, et cède les commandes au pilote Pramac. Et du côté du local Acosta, lui, il a pris un très très mauvais départ, malheureusement pour lui, et manque d'aller à la chute avec un contact avec Johan Zarco. Devant, c'est pas pour moi ne pas me réjouir, c'est Bezzecchi qui prend l'avantage sur Marquez pendant que Bagnaia va mettre une pression de maboule sur Martin qui finit par céder et va chuter, la pauvre Lucette. Et c'est Marco Bezzecchi, lui, qui commet aussi une légère erreur. Il va réussir à rester sur ses roues de justesse pour conserver sa 2e place, mais Marquez va prendre l'avantage et va direct se lancer à la poursuite de Pecco Bagnaia, qui dispose déjà d'une seconde d'avance. Derrière, il y a Acosta qui nous fait quand même une sacrée remontada parce qu'avec son départ complètement raté, il redescend à la 18e place et va se retrouver à remonter pour se placer à la 10e position. Et devant, c'est un peu la folie pour les Espagnols et dans les tribunes parce que quand on écoutait la course, c'était à se demander si on entendait plus les commentaires que le bruit des fans dans les tribunes parce que Marquez va attaquer très très fort pour tenter de prendre la victoire à domicile. Pecco va résister et les pilotes vont aller au contact. On est à 2 doigts de se demander s'ils vont pas se foutre par terre. Évidemment, c'est Marquez qui ne va rien lâcher, mais Pecco roule très très fort. Il a envie de rien laisser à Marquez et va passer le drapeau à damier en tête. Derrière, on va avoir Bezzecchi qui va aller sur son premier podium de la saison en finissant 3e. Et la suite du classement, ça va être Alex Marquez, Bestia, Binder, Digia, Oliveira, Viñales, Acosta. On va avoir Quartararo qui finit 15e. Et à noter que durant la course, il s'est passé quand même des petits trucs, dont des chutes. Donc on va avoir Augusto Fernandez, Miller, Morbidelli, Martin, Zarco, Espargaro et Pedrosa. Et concernant Espargaro et Zarco, c'était un peu les drama queens du week-end, on va pas se mentir. Espargaro se manque et emmène Zarco avec lui. Donc c'est clairement un week-end à oublier pour Zarco et un week-end à oublier pour Espargaro. Du côté du classement au championnat, ça donne Martin en tête avec 92 points, Bagnaia avec 75, Bastianini avec 70 et Acosta avec 69 points. Petite stat à connaître, c'est la 20e victoire de Bagnaia en MotoGP, soit 3 victoires de moins que Casey Stoner, qui est le pilote Ducati le plus titré de la catégorie. Arrête de dire des choses comme ça, là. Je veux pas entendre. Quoi, parce que t'as des sentiments pour Stoner ? Bien sûr que, alors là, de plus en plus, j'en ai pour Bagnaia, les gens ont remarqué, mais ça va un peu me piquer quand il va réussir à passer le nombre de victoires de Casey Stoner. Ouais, et surtout que là, pour Pecco, c'est son 60e podium en Grand Prix. Donc ça fait pas mal quand même. Ah, donc toutes catégories confondues ? Ouais. C'est vraiment pas mal, ouais. Merci Thomas Morcelino encore une fois pour les stats. Et surtout pour Ducati, c'est pas mal comme week-end parce qu'ils font Bagnaia, Marquez, Bezzecchi, encore Marquez, mais l'autre, Bastianini. Et du coup, c'est le premier Ducati 1, 2, 3, 4, 5 depuis l'Allemagne l'année dernière. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai trouvé cette course vraiment chouette. J'étais avec tous mes potes ce week-end et j'avais juste envie d'être debout sur mon canapé en train de dire « Mais regardez, pourquoi vous regardez pas ce sport, les gars ? C'est complètement fou !» J'ai vraiment, c'était ultra stressant et en même temps, je pense que même pour les gens qui n'apprécient pas particulièrement Marquez, on avait envie d'aller le voir chercher Pecco et en même temps Pecco a fait une course de zinzin, il était au-dessus de tout, il était là où il fallait et encore une fois qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de dépassement et que Pecco c'est la moto qui pilote toute seule parce que là vraiment il faut juste regarder cette course pour se rendre compte que c'est pas le cas, quoi. Ouais, moi je pense que Valentino Rossi a bien fait de venir sur le week-end parce que sans Bezzecchi et Bagnaia, Marquez il la gagnait. Et à la télé italienne après, donc ils ont passé le micro à Valentino pour féliciter Pecco. Et il lui a dit franchement je t'en dois une par
pour le fait qu'il a évité un retour au premier plan de Marc Marquez avec une nouvelle victoire, sous-entendu. Donc voilà. Quel petit marrant, ce petit Valentin. Mais ouais, mais je pense que j'ai beaucoup trollé là-dessus, mais je pense que le théorème, il fonctionne vraiment sur Marco Bezzecchi. Hein. Alors, pas trop sur Bagnaia, même si peut-être que ça lui a donné un petit supplément d'âme pour aller chercher Marquez, enfin, pour empêcher Marquez de passer. Mais ouais, pour Bezzecchi, moi, je suis persuadé que ça fonctionne parce que dès que Rossi est là, vraiment, c'est pas le même mec. C'est un truc de fou. Il est nulle part depuis le début de la saison. Rossi est là, il lui file 2 conseils pour lâcher l'embrayage au départ, bam, podium. Donc, peut-être que c'était pas Bezzecchi sous le casque et c'était Rossi. Hein. alors si ça avait été Rossi sous le casque, je pense qu'il aurait fait un moins bon temps qu'Aldeguer en Moto 2, à mon avis. Non, mais moi, par contre, j'ai une vraie théorie sur Rossi Bezzecchi, c'est que on dit Rossi Bagnaia, mais je suis persuadée que Rossi a son fils préféré et que c'est Bezzecchi parce qu'on le voit partout, tout le temps avec lui. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est Bagnaia qui est champion du monde, donc c'est forcément le préféré de Rossi. Rossi s'en bat la race, hein, à mon avis. Ouais, alors c'est pas Bagnaia qui va voir Rossi sur ses courses le week-end, en fait. Et Rossi met des photos de lui avec Bezzecchi sur les réseaux. Je pense que vraiment, il y a cette théorie de c'est son fils préféré. Je pense qu'on pourra couper ça parce qu'on est en train de débattre de qui est le préféré de Valentino Rossi dans l'académie. Je suis pas sûr de l'intérêt de ce débat, mais ok. Bon, en tout cas, il y a une petite déclat de Marco Bezzecchi pour aller dans ton sens, Ophélie, c'est que Marco Bezzecchi, il a déclaré à GP1 que c'était mieux d'avoir Valentino Rossi dans le box que d'avoir sa meuf dans le box. Mais quel suceur! Oh là là, c'est pas possible! Oh là là, on n'en peut plus. Personne ne le croit. Mais personne ne le croit. Mais après, quelle meuf, hein, parce que Bezzecchi, on ne le voit qu'avec son chien, donc à partir de là... Mais pour revenir sur Bagnaia, si tu veux, Ophélie, j'ai beaucoup encensé ce week-end et vraiment j'assume parce que je trouve qu'il a fait un week-end exceptionnel et je pense que peut-être on s'est pas trop rendu compte de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que là, il était dans une arène chauffée à blanc avec 100 000 personnes qui hurlent le nom du mec le plus dangereux de tous les temps, peut-être en bagarre, et il est allé lui pisser dessus, vraiment, genre il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'il lui a fait une masterclass, ni plus ni moins. Quand Marquez le reprend, parce qu'il a énormément de rythme, Marquez, quand il remonte sur Bagnaia, Bagnaia va déclarer après j'ai vu qu'il remontait sur moi et je savais qu'il allait me remonter de toute façon, donc j'ai baissé de rythme pour garder des pneus pour la bagarre. Déjà, je trouve que c'est d'une intelligence incroyable. Et après, il a sur la première fois que Marquez passe, bah forcément, il écarte un peu, donc tout de suite, il va réussir à repasser. Mais le tour suivant, Marquez, il lui fait la même, et là, c'est un peu plus serré. Mais Bagnaia, il y va quand même. Et c'est très musclé ce que va faire Bagnaia sur Marquez. Et il faut vraiment avoir du courage pour faire ça sur l'Espagnol. Donc, ouais, vraiment incroyable ce qu'a fait Bagnaia. Et il a une nouvelle fois prouvé que, quoi qu'il se passe dans le week-end, ne le sous-estimez jamais le dimanche à 14h. Jamais, jamais, jamais. Ouais, tu parlais de leur rythme aussi. Tu t'es amusé à faire des petits calculs qui étaient plutôt intéressants sur la course du dimanche, au final, qui démontraient aussi sa supériorité sur le week-end. Ouais, leur supériorité à tous les deux, parce qu'ils ont vraiment été au-dessus du lot. Sur la course du dimanche, Bezzecchi n'était pas si loin, mais si près, si loin quand même, parce qu'il n'était pas du tout à portée de fusil pour tenter quelque chose. Ils étaient vraiment, pour moi, ouais, au-dessus de la mêlée. Peut-être que Jorge Martin aurait pu rester un peu avec eux s'il n'avait pas fait son erreur et qu'il n'était pas tombé. Mais je suis même pas sûr de ça. Mais tu vois, il y avait un truc par rapport à Martin. Encore une fois, c'est Daryl Ramadier qui en parlait ce week-end et que je trouvais très pertinent. C'est que tu as vraiment des philosophies de pilotes assez différentes, avec tous du caractère, etc. Mais tu vas avoir un Martin qui tombe et il va se prendre la tête entre les mains et il va pas courir après la moto pour repartir. Quand un Marquez, lui, bah, quand il tombe, il se relève, il va direct vers sa moto, il sauve 4 points. Et en fait, ça fait beaucoup 4 points sur un week-end, parce qu'en 2013, si je dis pas de bêtises, c'est en 2013, le titre, il s'est joué à 4 points sur la fin de course. Donc en fait, t'as vraiment une façon de fonctionner des pilotes qui est différente. Et je pense que Martin, si Marquez revient aussi fort dans la continuité, ça va lui mettre un petit coup de pression aussi, et qu'il aura plus à se méfier que de Pecco, mais de Marquez derrière, quoi. On peut faire un petit point, donc on a parlé des deux protagonistes et qui étaient vraiment au-dessus de tous ce week-end. Moi, il y a un truc qui s'est passé ce week-end qui m'a un peu saoulée, encore une fois, et c'est la même chose à chaque fois que ça se passe, c'est
Miller et Morbidelli qui finissent au bac et Miller qui a envie d'aller se castagne avec Morbidelli, quoi. Ouais, bah tu parlais de comment les pilotes se relèvent quand ils tombent, est-ce qu'ils courent sur la moto? Bah là, Miller, il a couru sur Morbidelli pour lui mettre une patate. Et ouais, c'est Johan Zarco, il expliquait que Morbidelli, en fait, il pilote en étant très 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 relâché sur la moto, donc en étant vraiment pas en tension sur le guidon, et que quand il essaie de dépasser quelqu'un, bah comme il est extrêmement relâché, s'il y a le moindre petit contact, la moindre petite touchette, bah en fait, il tombe. Alors que Zarco, quand il a tenté de dépasser Acosta, il s'est dit, ah bah là, je sais qu'on va aller au contact, et du coup, il s'est tenu plus fermement au guidon, même si ça le rendait plus crispé sur la moto. Donc Morbidelli est tombé, forcément il a embarqué Miller n'était pas content, mais au lieu de se comporter comme un adulte, bah, il est allé l'engueuler. Ouais, moi, c'est juste l'aspect, encore une fois, de vouloir aller se taper sur la gueule au bac. Enfin, faites comme Pedrosa et Lorenzo, organisez-vous des 1v1 comme Caris et Bouba à Orly, mais arrêtez de faire ça dans le bac à gravier, quoi. Mais de toute façon, Miller a quand même passé un week-end de merde, hein, pour être poli, parce qu'il s'est quand même retrouvé dans un tourbillon de questions des médias, et à un moment donné, je me dis, mais enfin, les journalistes, tu sais plus s'ils veulent aller chercher des infos ou s'ils veulent juste aller piquer les pilotes, comme d'autres médias ont pu faire avec Fabio, d'aller le voir en lui disant tout le week-end, mais tout le week-end, dans toutes les interviews qu'il y a eu, en gros, ça fait quoi de savoir que l'année prochaine tu dégages parce qu'Acosta vient à ta place, quoi. Ouais, bah ça, je crois que ce soit pas facile. Et c'est vrai que sa réaction sur la question de Laurent Rigal, elle est un peu, il est un peu agacé. Je le comprends. Ils sont en train de lui expliquer qu'il va se faire mettre dehors par un adolescent. Donc, ouais, c'est pas facile. Ça fait plusieurs fois qu'ils ont quand même pas beaucoup de tact, hein, Canada. Est-ce que vous avez d'autres points à relever sur ce week-end, les copains? Enfin, sur la course du dimanche, je vais dire. Sur la course du dimanche, bah, l'accrochage, alors plusieurs points, l'accrochage Zarco-Espargaro, clairement, Espargaro est en tort. Enfin, là, pour le coup, pénalité, pas pénalité, on voit pas, je saurais pas dire. Mais en tout cas, pour moi, il est clairement en tort. Je me demande comment il peut objectivement défendre ça face à la commission de course et à Zarco. Donc après, il se passe ce qui se passe pour Zarco avec Freddy Spencer. Mais en tout cas, Espargaro est largement en tort sur l'action. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Pedro Acosta, qui est très très bien, hein, qui va réussir un top 10. Il était pas au top, il sauve les points. Mais je sais plus si tu en as parlé, mais en tout cas, sa qualification, il a un cheveu de prendre la pole et Ouais. c'était monumental ce qu'il a fait le samedi sur Ouais. une piste mi-humide, alors qu'on ne l'attendait pas du tout sous la pluie, parce que hormis Philippe Island l'année dernière, il n'a jamais perfo sous la pluie. Et là, ce qu'il fait en qualif, c'est monumental, vraiment. Bah, c'est sa Ouais, première jusqu'au qualif tout dernier sous la virage. pluie. Et surtout, c'est sa première qualif sous la pluie. Et Pedro Acosta, encore une fois, je me faisais la réflexion, je me disais, bon, il finit 10e, pas ouf. Et en fait, je me dis, mais on en attend beaucoup de ce pilote, alors que c'est que sa 4e course en Grand Prix, qui s'est quand même pris une gamelle assez phénoménale au warm-up le matin. Et t'as quand même l'impression que la pression le touche pas, en fait. Il est là, il sait qu'il y a de l'enjeu, et pourtant, pourtant, il arrive quand même à faire les choses, et il est quand même très très bien remonté. Et au final, quand tu prends un peu de recul, c'est pas un si mauvais week-end pour lui que ça. Il finit sur le podium le samedi, malgré les chutes, etc. Le dimanche, il remonte un nombre incalculable de places. Et Franchement, faire P2, P10 en sprint et course, c'est un très bon c'est week-end clair. pour 90% Ouais, du c'est plateau. clair. Il n'y a que pour Martin et Bagnaia que c'est un mauvais week-end. Hein. Ouais. Ouais, on est Et puis bien c'est vrai d'accord. que Acosta, on l'a beaucoup encensé dès le début de la saison. Tout le monde, enfin, il y a beaucoup de monde qui le voyait gagner son premier Grand Prix ici à Jerez. Mais en fait, il a besoin de week-ends comme celui-ci aussi, parce qu'il est dans une année de rookie. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il se retrouve face à des situations un peu adverses pour acquérir de D'accord. l'expérience. Ouais, on est bien d'accord. Bon, après, moi, sur le week-end, il y a quand même un truc qui m'a marqué, et je reviens sur Bagnaia rapidement, mais c'est son dépassement de zinzin. Ce qui, pour moi, surpasse plusieurs dépassements qu'on a considérés comme les plus beaux dépassements en MotoGP. Je sais que Kevin, toi, t'étais à deux doigts de dire que t'avais des sentiments pour ce dépassement aussi. C'était... je repense à ça, mais c'était vraiment une démonstration de maestro, encore une fois, ce week-end. Ouais, sur le dépassement au premier tour, j'en ai dit beaucoup de bien. Il y a pas mal de gens qui sont venus me dire que c'était pas si ouf. Bon, moi, je suis pas vraiment d'accord. Après, ça se débat. Ça fait un peu penser à ce qu'avait réussi à faire Quartararo en Autriche il y a 2 ans, je crois. Mais là, je trouve ça.
En fait, je trouve que la forme du dépassement en lui-même, c'est vraiment inédit de passer 2 mecs à l'extérieur comme ça et se rabattre devant eux sur les freins et réussir à prendre la bonne trage. C'est assez inattendu. Il avait essayé de le faire en Thaïlande l'année dernière. J'étais le premier à me foutre de lui en disant mais non, mais en fait, il a pas essayé un dépassement, il a juste raté son freinage. En fait, pas du tout. Donc ouais, moi je l'ai trouvé vraiment incroyable parce il arrive de très très loin, vraiment de très très loin. Ouais, pour le coup, le dimanche c'était masterclass de Bagnaia, vraiment. Ouais, non, c'était vraiment, vraiment très très fort de sa part. Petit dernier point côté MotoGP avant de faire un petit point sur les tests de Jerez parce que c'est ce qui s'est passé en début de semaine. Je parlais tout à l'heure des changements dans le règlement du MotoGP. Il y a eu une règle qui dit que pour toutes les classes, diverses décisions ont été prises, notamment pour assurer un meilleur respect de la hiérarchie des instances disciplinaires et pour redéfinir l'autorité et la compétence des commissaires d'appel de la FIM. Je pense que la discussion entre Freddy Spencer et Johan Zarco n'a pas plu et qu'ils se sont dit oh là là, on va leur montrer que c'est nous qui commandent. Pour la petite anecdote, après la chute de Zarco avec Espargaro, ils ont été convoqués tous les deux par Freddy Spencer pour revisionner l'événement. De ce qu'en a dit Johan Zarco, c'est que Espargaro a commencé à se plaindre de dépassements, d'anciens dépassements sur d'autres courses, etc. Et que Freddy Spencer a regardé les yeux dans le vide Zarco en lui disant ok, bah maintenant on fait quoi? Ce à quoi Zarco a répondu en gros frérot, c'est pas à moi de te dire comment faire ton taf, tu ne demandes pas à moi quelle pénalité il faut nous infliger, et de toute façon je t'aime pas, tu fais pas bien ton boulot. Je pense que ça n'a pas plu à Freddy Mais ça a le Spencer mérite ce d'être week-end. dit. Ah bah ça, clairement, tu pouvais pas faire moins langue de bois que ça, quoi. Après, je suis pas capable de mesurer si ça pourra lui faire avoir des problèmes. Déjà, de le dire à Freddy Spencer et en plus de venir le dire dans les médias après qu'il lui a dit ça. Moi, j'adore. Hein. Franchement, je suis hyper client de ce genre de choses. Mais attention non plus à ce que. Enfin, faut aussi savoir tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. Et on sait que Zarco, il est pas comme ça et que ça sort et tout. Et c'est très, très cool. Mais juste, voilà, si ça lui cause des problèmes plus tard, ce serait vraiment très dommage. Quoi. Bah, si à la prochaine Ah bah, course, il se prend 6 longues laps, tu sauras pourquoi. T'as pas mis ton clignotant, mais j'en ai pas. Ah bah un long lap de plus. Non mais voilà. Non, je crois que T'as c'est oublié Matt de Oxley mettre qui les rétros. disait un truc qui était très intéressant, c'est qu'en fait, pour lui, Zarco, c'est le Eric Cantona du MotoGP. Ah, cette comparaison dégueulasse. Non, moi j'aime beaucoup cette comparaison, vraiment. Non, mais Eric Cantona, quoi. Mais il est trop bien, Eric Cantona, le King. D'accord, bah, je vous laisse tous les deux dans votre passion, alors. Mais après, oui, il y a cette possibilité que ça lui cause préjudice. Après, c'est Nicolas Goyon qui disait ça sur Pedro Acosta, qui disait que c'était un peu un retour des pilotes aux années 90 quand Pedrosa parle, mais je pense qu'on a un peu ça avec Zarco, que c'est un des rares depuis Karl Crutchlow à dire merde quand il faut dire merde, comme il l'avait fait il y a 2 ans, il me semble, au Mans. Oui, il y a 2 ans, quand il s'était très bien qualifié et qu'on lui dit 3 heures après, en fait, pas du tout, tu vas être 6e, et qu'il était allé péter un câble à la direction de course. Je pense qu'il en faut aussi, et que si ça lui retombe dessus, on saura pourquoi, et que c'est la direction de course qui va être poussée au ridicule, en fait. Plus ridicule que maintenant, je sais pas si c'est possible. Bah, surtout quand tu sais ça, on n'en a pas parlé, mais il s'est quand même passé entre ça et du coup, bah, un manque de considération de l'autorité de la direction de course, je pense, de la part des pilotes. Il s'est aussi passé ce truc c'est Simon Patterson qui disait qu'à un moment donné, on va plus du tout les prendre au sérieux. C'est le calcul d'affluence sur le week-end où ils ont annoncé 296 000 visiteurs, et qu'en fait, c'est 181 000 visiteurs sur l'intégralité du week-end. Pour moi, c'est un peu des clowns sur cette erreur. Ça, c'est exactement le genre de choses que Liberty Media doit arriver et faire et corriger pour faire en sorte que ça arrive pas, parce qu'ils passent vraiment pour des guignols à faire ça, vraiment. Mais après, Claude Michi disait un truc, tu vois, que je trouvais assez pertinent, c'est que l'affluence, elle est calculée à partir du mercredi jusqu'au dimanche.
Ce qui veut dire que ton mec qui va rentrer le mercredi, il scanne son billet, il ressort, il revient le jeudi, c'est le même billet, c'est calculé comme un nouveau visiteur. Et il disait, c'est comme si t'allais voir un match de foot, le mec sort du match de foot, il va à la buvette chercher sa bière et on le recompte comme un supporter supplémentaire. Ah oui, non, mais de toute façon, le décompte du nombre de l'affluence sur les GP, il a aucun sens, vraiment. Oui, Mais c'est ça, sûr. c'est depuis une éternité. Hein. Mais en fait, Oui, ça c'est a vrai que tellement c'est... aucun sens qu'ils s'en servent aussi pour grossir les chiffres et pour faire coller ça au récit qu'ils veulent mettre derrière la course. Donc là, le Exactement. Grand Prix qui était à Jerez, il voulait dire que c'était la plus belle course, la plus monumentale qui se soit passée à Jerez parce qu'il y avait le retour de Marc Marquez aux avant-postes. Et ils ont voulu dire que c'était le Grand Prix de l'histoire du MotoGP avec la plus grande affluence, en tout cas de l'histoire récente, en donnant ce chiffre de 296 000, quasiment 300 000, en disant que ça avait dépassé le Grand Prix du Monde l'année dernière. Ouais, tout ça pour voler le Grand Prix du Mans. Bah, vous Mais, savez ce qu'il reste à faire dans 2 semaines malgré la grève des trains. Et alors, sachez qu'il y a des trains, voilà. Il y a des trains qui font 4 heures de route, mais il y a des trains. Qui s'arrête à la Euh, gare du Mans? et qui s'arrêtent à la gare du Mans. Incroyable. Fou, hein? Comme quoi, on n'arrête pas la technologie. Mais en vrai, quand ils parlent d'influence comme ça, pour moi, c'est comme quand ils disent que les 24 heures du Mans moto, il y a eu une influence de dingue, alors que quand tu es sur place, il y a du monde au départ, jusqu'au samedi fin de journée, et qu'en fait, tu arrives le dimanche matin, et il y a 3 clampins au garage vert, et un peu de monde dans les tribunes principales, mais en vrai, il n'y a pas tant de monde que ça. Enfin, pour moi, c'est pareil, tu vois, c'est... Dans quelle mesure tu dis qu'il y a une énorme influence ou pas? Je pense qu'on a fait le tour sur ce Yes. week-end de course. J'ai noté un petit point sur les tests à Jerez qui avait lieu lundi, En MotoGP. où il y a eu en MotoGP et il y a eu les tests qui étaient le jour où on enregistre, donc ce mardi pour le Moto2, Moto3. Donc il y avait quand même pas mal d'attentes sur les tests à Jerez pour Yamaha et Honda. Mais d'abord, du côté des Italiens, c'est Digia qui s'est calé au sommet de la feuille des temps, puisqu'il a fait un tour en 1:36.405 devant Vignales et Morbidelli. Bon, Vignales, en même temps, quand il y a des tests, il est là, donc on n'est pas étonné. Et de l'autre côté, on va avoir Martin et Bestia qui sont là, mais rien d'exceptionnel parce qu'ils font des tests de réglage. Lui, Martin, à côté, a eu des petits soucis. Il a loupé un peu plus d'1 heure des tests. Donc voilà, pareil, il testait des réglages, mais c'était pas la journée la plus fructueuse pour lui. Et pareil pour les deux Marquez. Du côté de Grésini, ça enchaînait pas mal les tours. En même temps, Ducati, c'est pas les plus à tester, entre guillemets. Ils font ça plus l'hiver. Donc là, c'était vraiment enchaîner des tours. C'est pas une mauvaise chose pour Marquez. Et on avait du coup Morbidelli qui s'est bien placé en fin de journée, qui lui a déclaré qu'il travaillait beaucoup sur l'ergonomie, alors que c'était son premier test Ducati depuis Valence l'année dernière. Il a fait 82 tours, donc on espère que ça va lui servir à quelque chose pour la suite de la saison. Ça pourrait être pas mal. Pour le coup, je trouve qu'il a fait un week-end assez intéressant, vraiment. Il a l'air de trouver ses marques, trouver du rythme, etc. Et on oublie un peu vite qu'il est parti avec un énorme retard à l'allumage à cause de sa blessure cet hiver. Donc il a fait un record, son meilleur temps tour avant de chuter est vraiment intéressant. Son week-end est pas si mal, vraiment pas si mal. Oui, puis du coup, Non, donc si... il a terminé 5e et puis au final, il est 4e du coup de la sprint. Yes. Non, mais s'il se faisait pas casser la gueule par Miller en fin de week-end, c'était pas si dégueu. Hein. Ouais. Et pareil, du côté des jaunes, il y avait Bezzecchi et Digia qui testaient beaucoup de choses parce que eux, pareil, ils n'ont pas le droit cette saison de recevoir de nouvelles pièces. Donc à part tester des nouveaux réglages et essayer d'avoir des progrès, ça peut vite être compliqué. Et du coup, on a Bezzecchi qui, derrière Digia qui était en premier, se place 13e. On avait Salvadori qui testait le Ride Eye Device. Je le prononce très bien, c'est hallucinant. Il avait testé ça durant le Grand Prix d'Espagne et du coup Alex Espargaro a testé ça lundi, et de l'autre côté Vignales, lui, il essayait une nouvelle unité arrière que Alex Espargaro avait déjà, mais c'était de ce qui a été déclaré un peu plus arrondi, donc pareil, c'est du peaufinage de matériel, quoi. Et on avait Raúl Fernandez qui testait la GP 2024 pour la première fois, mais il a fait son meilleur temps avec la 2023 en se plaçant 12e.
Et il se passait encore pas mal de choses puisqu'on avait, Pedro Acosta et Binder qui testaient les carénages latérales, enfin des nouveaux carénages pour KTM, pendant que Miller, lui, enchaînait pas mal de tours, mais il disait que du côté de KTM, il y avait pas ce qu'ils avaient testé lundi, avait pas apporté de solution au problème de vibration et de claquement de la KTM. Donc bon, il n'était pas très satisfait, l'Australien. Et pourtant, en fait, KTM a apporté des nouveautés, des pièces à tester dans vraiment tous les domaines, donc que ce soit suspension, carénage, dans toutes les directions. Ça apporte pas. C'est dans toutes les directions, mais ça apporte pas là où Miller a fait remonter des problèmes en tout cas. Ouais. Après, c'est pas mal, il se prépare pour son rôle de pilote de test pour l'année prochaine. Donc, Ah ouais. Pardon, désolé Miller, je t'aime beaucoup. Et du coup, sur ceux qu'on attendait pas mal quand même, c'était du côté de Honda et Yamaha. Yamaha qui disait venir avec une panoplie de choses à essayer. En même temps, il faut bien appliquer ce qu'ils ont dit à Quartararo pour la signature. Donc, ils sont venus avec un nouveau package aéro que les deux pilotes ont pu essayer. Et il y avait un aileron avant avec 3 éléments un peu dans celui qu'ils ont en ce moment. Et du coup, il y avait Maio Meregali qui disait que c'était un nouveau châssis qui faisait partie du nouveau plan pour la nouvelle Yamaha. Rins, lui, il a terminé le test à la 14e position, en ayant réalisé 73 tours. Donc quand même, c'est pas mal en termes d'enchaînement sur la journée. Et Fabio en avait fait 84 et lui, il finit 18e. Alex Rins disait qu'il n'avait pas l'impression que le nouveau châssis qu'Yamaha avait amené fasse vraiment un pas en avant sur les problèmes de virage de la Yamaha. Ouais. Est-ce que... Fabio, le Grand Prix, en fait, à la fin du Grand Prix, il a rencontré des problèmes de syndrome compartimental au bras. Et ça, c'était à cause de ce défaut de la Yamaha qui fait qu'elle a du mal à tourner et il faut forcer avec les bras. Ouais, mais encore une fois, c'est un problème de développement. Après, ils ont l'air de vouloir aller dans le sens de faire bouger les choses. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et pareil, dans ceux qui veulent faire bouger les choses, c'est Honda qui venait avec un plan de grand changement, de révolution d'après ce qu'ils avaient dit. Et donc, au final, Nakagami a fini par dire, sachant que lui, il a fini le 16e à 9 dixièmes de Didja, que ça semblait un peu plus positif, mais que la nouvelle moto avait pas changé grand-chose par rapport à ce qu'ils attendaient. Donc pareil, on verra ce que ça donne, ce que ça donne la saison prochaine et dans les courses à venir, mais c'était beaucoup d'attentes pour pas grand résultat, j'ai l'impression, sur ces tests. Ouais, Joan Mir a dit que c'était pas ce dont ils avaient besoin, que ça avait pas apporté de changement, que ce soit au temps ou au tour, mais qu'au moins maintenant ils savaient un petit peu plus précisément la direction dans laquelle aller. Donc si c'est vrai, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. T'as suivi un peu les tests, Kevin, ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, j'ai pas regardé parce qu'en fait, de là où on est, c'est vraiment trop compliqué d'interprétation, je trouve, parce qu'il y a des pilotes qui sont en time attack, d'autres qui sont en rythme de course, certains qui testent des pièces, d'autres n'en testent pas et tout. Donc, le problème, c'est que les feuilles de chrono de ce genre de test, elles veulent rien dire. Et nous, on a que ça, en fait. Ouais, et donc, encore sur la feuille de chrono, t'as à quel tour il a fait son meilleur tour. Et ça permet de voir que Vignales, il était un peu embêté que ce soit DJ en haut de la feuille des temps pour un test. Et du coup, dans ses derniers tours, il a dit, allez, je vais aller le chercher. Et à son avant-dernier tour, il a claqué la pendule, mais c'était pas assez pour dépasser DJ. Après, il y a certaines photos qui sont cool. Voilà, on a vu la nouvelle moustache de la Yamaha, ça c'est intéressant et tout, mais... Ouais, d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que les motos, dans leur aspect, elles se ressemblent toutes maintenant. Enfin, la Yamaha, avec ce nouveau carénage, on dirait une Aprilia, c'est dingue. Ouais, elle ressemble beaucoup à l'Aprilia, la Yam, là. Je suis d'accord. Ouais, moi, je donnerai pas mon avis, on va encore dire que je suis désagréable. C'est désagréable. Pour votre plus grand plaisir. Côté Moto 2, Moto 3, du coup, il y avait des tests le mardi. C'était divisé en 3 séances par catégorie d'1h10 et d'1h15. Il y avait des pilotes qui n'étaient pas là, comme Almanza et Rueda. Il y avait aussi le team Leopard Racing et Red Bull Gas Tech 3 qui avaient décidé de faire l'impasse sur la journée de roulage. C'est Alonso qui avait dominé tout le week-end de course, qui se mettait sans surprise au top avec un tour en 1:43 943.
Vejar, lui, parvenait très légèrement à se rapprocher de lui en fin de journée, mais il y a plus de 3 dixièmes. Et il y avait aussi Lunetta et Farioli qui suivaient au classement avec Suzuki. Donc en fait, c'est les noms qu'on connaît un peu et qui se démarquent encore une fois en test. Et du côté du Moto 2, toute la grille était présente, à l'exception de 3 teams. Il y avait American Racing Team, Gresini, Moto 2 et Speed Up Racing qui avaient décidé de faire l'impasse. Canet qui s'était blessé en début de week-end. Boben Schneider et Foggia, eux, qui étaient remplacés par Munoz qui vient du championnat d'Europe Moto 2 et par Schroeter. Et en Moto 2, le meilleur temps a été signé par Jack Dixon en 1:40.394. Donc voilà en gros pour ce qui s'est passé au niveau des tests. Une chose en Moto 2, c'est qu'il y a eu une énorme chute de Ayogura, il me semble, et que sa moto était complètement explosée avec la fourche qui était encore accrochée au grillage. Ouais, c'était pas beau à voir hein. Pour le coup, du coup on verra pas la chute, mais je pense que vraiment il a dû s'en prendre une bonne. Mais apparemment il va bien, donc c'est l'essentiel. Bon, bah, tant mieux. Je pense qu'on a fait le tour pour le MotoGP et pour toutes ces catégories, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, c'est OK. C'est bon, je pense que ça a été très, très, très complet. Alors, en 2 petites minutes, max, parce qu'on parle et parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire et qu'il fallait encenser Pecco Bagnaia, mais le week-end dernier, il y avait aussi, sous la tempête, sous la pluie, le FSBK à l'Ednon. Donc je vais juste vous faire un point rapidement sur les résultats parce qu'on avait commencé à suivre dans le dernier épisode et c'est sympa de savoir ce qui s'est passé. Sans surprise en course 1 en Super Sport 600, c'est Alexis Négrier qui prend l'avantage devant Perolari et De La Vega, tout comme en course 2. En course 2, il se passe pas grand chose de différent, c'est toujours Alexis Négrier devant Perolari et De La Vega qui viennent compléter le podium. Justine Penmont, elle est 11e sur les 2 courses, donc pareil, elle prend du roulage et enchaîne de l'information sur la Honda. Du côté du Superbike, avec des noms qui vont un peu plus vous parler, en course 1, c'est Greg Leblanc qui vient prendre la tête, avec sur le podium, et ça Kevin, je sais que ça va te faire plaisir, Martin Renaudin qui prend la 2e place, trop cool. suivi de Mathieu Vinès, et c'est Alan Techer qui vient compléter le top 4. Kenny Forêt est un peu loin, il est 8e, et Loïc Arbel, ça c'est vraiment le truc à noter de ce week-end parce que vraiment c'est un pilote, quand on parle du mental de pilote, c'est la définition même du mental. C'est Loïc Arbel qui revient des 24 heures du Mans où il s'est blessé avant les 24 heures du Mans où il a fait des relais, etc., qui arrive quand même à se placer 11e au classement avec une P3 au Challenger. Donc franchement, il y a de quoi être assez admiratif de son week-end. Et en course 2, c'est Di Miglio qui vient prendre la tête devant Kenny Forêt et Greg Leblanc. Et Martin Renaudin, lui, se place 6e au classement, donc pareil, il engendre des points sur le championnat, et Loïc Arbel, lui, se place 7e en faisant P1 de Challenger. Donc voilà, c'était le petit point FSBK, mais je trouvais ça important de le noter, et encore une fois, je reviens sur la performance que je trouve complètement hallucinante de Loïc Arbel qui se tape un week-end sous la pluie, blessé, dans un état pas possible. Enfin vraiment c'est une machine, il a un mental de dingue. Je voulais quand même aussi notifier quand même le podium de Martin Renaudin parce qu'il le mérite et que c'est un pilote qui travaille beaucoup et qu'on aime beaucoup ici, donc voilà, c'était important de faire un petit point FSBK, et je sais que tous les deux vous suivez aussi, donc Il y a une grande pause jusqu'à la prochaine course, donc ça va permettre à Loïc Arbel de se retaper et de revenir en pleine forme. On va pas se mentir, ça va permettre à tous les pilotes parce qu'il y a quand même pas mal de pilotes de FSBK qui participent aux 24 heures du Mans, et c'est un sacré enchaînement aussi pour eux, quoi. Merci à vous deux d'avoir été là pour enregistrer avec moi. On se retrouvera très vite pour le débrief du Grand Prix de France qui arrive déjà la semaine prochaine. Pour ceux qui y seront, certains d'entre nous y seront, donc n'hésitez pas à faire signe, ça nous fera toujours très plaisir de se retrouver. Il y en a même qui se font offrir des cookies de temps en temps si Kevin est de bonne humeur. Voilà, ne lui demandez pas de cookies, demandez-lui des bières, ça marche mieux.
Et on se retrouvera aussi pour un petit point 24 heures du Mans quand on pourra enregistrer avec François, parce que c'était complètement fou comme expérience. Je vous conseille à tous d'y aller si vous ne l'avez jamais fait. C'était vraiment très chouette. Pour nous retrouver et nous écouter, c'est sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur C'est qui en Pôle, sur Discord également et sur Facebook. Pour retrouver Kevin, c'est la boîte à clapper sur Twitter, YouTube et encore une fois toutes les bonnes plateformes de streaming. Et sur le Nurshi du MotoGP sur Facebook. Et vous pouvez retrouver Auton sur Instagram et sur Twitter sous le compte Auton Track. Voilà, encore une fois, merci à vous deux. Ça m'a fait très plaisir d'enregistrer avec vous. Il y avait plein de choses à dire. Merci. Merci à toi pour l'invitation, c'était très cool. Avec plaisir et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.